Nous sommes en 1624 à Clermont, dans la demeure d'un grand notable de province. Les Pascal viennent d'avoir un fils, Blaise. Il a 1 an. Madame Pascal est une jeune femme de beaucoup d'esprit, très pieuse et très charitable. Elle distribue des aumônes à des pauvres femmes qu'elle reçoit régulièrement chez elle pour leur donner de la nourriture, du linge, un peu d'argent. Parmi ces pauvres femmes, il y en a une qui a la réputation d'être sorcière. C'est une sorcière, tout le monde le dit. Mais Madame Pascal se moque de ces ragots. Elle n'est pas crédule et elle continue d'accueillir la prétendue diabolique. Le petit Pascal se porte mal, très mal. Il est tombé en langueur, comme on dit à l'époque. Il dépérit. Et ce dépérissement est accompagné de 2 réactions singulières. Il ne peut absolument pas supporter de voir de l'eau dans un verre, de l'eau qui coule d'un broc. Aussitôt, il est saisi par des convulsions terribles. Seconde singularité, il ne peut pas tolérer de voir son père et sa mère l'un à côté de l'autre. Il se laisse embrasser par son père, il se laisse caresser par sa mère, mais dès que ses parents sont ensemble auprès de lui, il hurle, il se débat avec une violence inouïe, il suffoque, il étouffe. Il va maintenant atteindre 2 ans. Mais les atteindra-t-il? Il s'affaiblit toujours, il a des crises toujours plus épuisantes. À la fin, on voit bien qu'il va mourir. Et toutes les pauvresses et beaucoup de gens dans Clermont disent « Mais c'est la sorcière qui a jeté un sort !» Le père du petit Blaise, Étienne Pascal, veut faire cesser ce qu'il considère comme des bruits absurdes. Un jour, il convoque cette femme dans son cabinet de travail. C'est des menteries, c'est des jalousies, dit-elle. Alors, seulement pour en avoir le cœur net et pour lui faire peur, il lui dit que si elle a ensorcelé son enfant, il la fera pendre. À sa stupéfaction, cette femme se jette à ses genoux. Eh bien oui, c'est vrai, j'ai jeté un sort sur votre enfant, mais c'est votre faute. Vous n'avez pas voulu vous occuper de mon procès quand je vous l'ai demandé. Eh bien, je me suis vengée. Ah, maintenant, je vois bien que vous aimez tendrement votre fils, mais je suis fâchée de vous le dire. Mais le sort que j'ai jeté, c'est la mort. Quoi? Il faut donc que mon enfant meure? Si vous ne me dénoncez pas, il ne mourra pas. Je peux le sauver. Je peux reporter le sort sur un autre. Alors, l'honnête Étienne Pascal répond « J'aime mieux que mon fils meure que faire mourir une autre personne. Écoutez, je peux mettre le sort sur une bête. » Et le président Étienne Pascal proposa à cette sorcière un de ses chevaux. « Oh, ce n'est pas la peine de faire de si grands frais, un chat suffira. » Et il lui fit donner un chat. Je vous fais remarquer que cette extraordinaire conversation est tenue par un homme très éminent et très éclairé. Étienne Pascal était président de la cour des aides à Clermont. Il avait la sympathie de Richelieu. C'était un physicien et un mathématicien reconnu et qui correspondait avec toute la société savante de son siècle. Mais je reprends mon récit. Le soir, la sorcière revient. Elle explique à Étienne Pascal qu'il lui faut un enfant de moins de 7 ans pour aller cueillir, avant le lever du soleil, 9 feuilles de 3 sortes d'herbes. Étienne Pascal va trouver son apothicaire qui a une petite fille, laquelle ira chercher les herbes. À 7 heures du matin, la sorcière apporte un cataplasme. Il faut placer ce cataplasme sur le ventre du petit Blaise. Le père le fait poser par la nourrice et il part pour le palais. Quand il est de retour à midi, toute la maison est en larmes. Blaise Pascal est mort dans son berceau. Il sort affolé, perdu de chagrin. Et sur le pas de la porte, il y a la sorcière. Il la gifle si fort qu'elle roule par terre. Elle se relève. « Ne vous fâchez pas, j'ai oublié de vous dire ce matin, votre enfant semblera mort jusqu'à minuit, mais à minuit, il ressuscitera. » L'enfant n'avait plus de souffle, on ne sentait plus son pouls, et il devenait froid. Étienne Pascal dit qu'il ne fallait pas l'ensevelir, qu'il fallait attendre. Et seul, dans la chambre, toute la journée et la nuit, le père et la mère de Blaise Pascal veillèrent. Et entre minuit et 1 heure, ils manquèrent défaillir. L'enfant mort
se mettait à bâiller. On le saisit, on le frotte, on le réchauffe, on lui donne du vin sucré, on appelle la nourrice. Il prend le sein, mais il paraît sans connaissance, et il a toujours les paupières closes. Enfin, à 6 heures du matin, il rouvre les yeux. En découvrant ses parents penchés sur son lit, il est saisi de convulsions comme avant. Il n'est donc guéri de rien. Pourtant, au bout de quelques jours, il joue dans les bras de sa mère avec un verre d'eau. Au bout de 2 semaines, il supporte très bien et même avec le sourire la vue de son père et de sa mère ensemble. Au bout de 3 semaines, sa langueur s'en va, il reprend des forces, il vivra. Complètement guéri? Ce n'est pas sûr. Vous savez que Pascal est mort à 39 ans d'une maladie sur laquelle on s'interroge toujours. Et il s'est toujours plaint de malaises bizarres. Comment l'extraordinaire aventure de sa petite enfance a-t-elle retenti dans la chair et dans l'esprit de l'auteur des pensées? Et plus tard, ne s'est-il pas posé des questions sur les mystérieux débuts de sa vie? Et ces questions n'ont-elles pas nourri une part de son génie mystique? La naissance d'un génie, ce n'est pas une chose très simple. C'est extraordinaire ce que vous racontez là. Blaise Pascal, mort dans ses langes, est ressuscité. Une fée Carabosse penchée sur son berceau. On n'avait jamais entendu parler de cela. J'ai omis un détail. La sorcière, après que le président Étienne Pascal lui eut proposé un cheval pour son opération magique, dit qu'un chat suffit. Elle emporte ce chat. Dans l'escalier de la maison des Pascal, elle croise 2 capucins qui montent pour aller consoler Madame Pascal de la langueur fatale de son enfant. Ils connaissent cette bonne femme de réputation. L'un d'eux pose la main sur le chat. « Bonne femme, vous allez encore faire quelques sortilèges. » Alors, la sorcière jette l'animal par la fenêtre avec une telle violence que la pauvre petite bête se fracasse sur les pavés de la cour. Puis, elle va demander un autre chat au père de Blaise, qui le lui fait donner. C'est sans doute que l'animal, touché par un moine, n'est plus propre à l'opération magique. Et tout cela est authentique? Parfaitement. Je vous le prouverai dans un instant. Et ce cataplasme qui tue puis guérit? Alors vous remarquerez d'abord qu'Étienne Pascal s'y fie. Il le fait placer sur le corps de son enfant. Que contenait-il? Sans doute une préparation maléficiée du foie de chat, puis des décoctions de ces 9 feuilles de 3 sortes d'herbes, belladone, rue et je ne sais quoi. L'ensemble provoque une sorte de catalepsie suivie de la guérison des langueurs, puis de la résorption des étranges allergies à la vue de l'eau et au spectacle des parents ensemble. Sur ces allergies du nourrisson Pascal, nos actuels psychologues de l'enfance auraient beaucoup à dire. La sorcière exige qu'une fillette de moins de 7 ans aille cueillir les herbes. Étienne Pascal va trouver son apothicaire qui a une fille. Singulier dialogue entre le pharmacien et l'éminent juriste de Clermont. Mais il n'est que de lire un grimoire comme le Dragon Rouge pour apprendre que les herbes magiques doivent être cueillies avant le lever du jour par une main innocente. Mais enfin, le père de Blaise Pascal, le président Étienne Pascal, est un homme de culture et il donne dans ses pratiques magiques. Étienne Pascal appartient à cette grande bourgeoisie ou petite noblesse qui fournit des magistrats et où Richelieu recrute les hauts fonctionnaires de l'État. C'est un homme de grande connaissance. Il fréquente le milieu scientifique où la physique mathématique s'élabore. Il est en relation avec le célèbre père Mersenne, la boîte aux lettres de l'Europe savante. Il correspond avec Fermat de Roberval. C'est d'ailleurs lui qui va se consacrer à l'éducation savante, lettres et sciences de son fils. Bref, c'est une lumière de son temps. Nous ferons de cette famille quelque chose de grand, dit Richelieu quand il reçoit le père, son jeune fils et ses 2 filles, tous d'intelligence lumineuse. Alors, l'envoûtement de Blaise Pascal nous en apprend beaucoup sur la mentalité double de l'époque.
Cartésianisme naissant, essor de la pensée scientifique et permanence des idées et des comportements magiques. Blaise Pascal voit le jour 9 ans avant le procès d'Urbain Grandier, brûlé pour sorcellerie. Et tout le règne de Louis XIV va être enténébré par des affaires de magie noire. Au reste, l'Auvergne, en ce début du XVIIe siècle, est terre privilégiée pour les sorciers. À preuve ce qui se passait 50 ans plus tard dans la même province au témoignage de Fléchier dans sa Relation des grands jours. Les ayant suivis dans l'église où le curé les maria, le sorcier jeta sur eux le plus cruel des maléfices. Les noces furent célébrées avec toute la joie que l'amour innocent peut inspirer. Les jeunes époux se retirèrent pour jouir de toutes les douceurs de l'hymen. Mais hélas, ils furent maléficiés pendant 6 jours et le sacrement ne put avoir son effet. Ils s'adressèrent au curé qui découvrit toute la malice. Le sorcier, pour leur nouer l'aiguillette, s'était servi de bois de coudrier. Plus loin, Fléchier raconte les aventures d'un président de l'élection de Brioude qui avait fait pacte avec le malin. De sorte qu'on peut comprendre que le président Étienne Pascal, qui poursuit de savantes recherches sur les lois de la pesanteur, accepte l'idée que son enfant a été victime d'un maléfice et collabore avec la sorcière au désenvoûtement du petit Blaise. Mais peut-on accorder crédit à cette histoire? Et d'abord, sur quels documents vous fondez-vous? Alors, vous savez que les Pascal, père et enfant, se convertissent à la doctrine de Port-Royal en 1646. Jacqueline Pascal renonce au monde, rejoint les solitaires de Port-Royal qui professent la doctrine de la prédestination et de la grâce. Gilberte a une fille, Marguerite Perrier, qui va suivre sa tante. Le miracle de sa guérison, d'un ulcère lacrymal par l'attouchement d'une épine de la couronne de Jésus, va retentir sur Blaise Pascal. Il se détourne du siècle et des mathématiques pour se consacrer à son grand ouvrage Apologie de la religion chrétienne qu'il ne composera pas mais dont il nous reste des pensées. Marguerite Perrier écrit à Port-Royal son mémoire sur la vie de Pascal, où vous pouvez trouver tout ce récit que j'ai résumé. Il commence par ces mots. Lorsque mon oncle eut 1 an, il lui arriva une chose extraordinaire. Il est évident que la très pieuse Marguerite Perrier n'a aucune sorte de raison de se complaire à cette sorcellerie que sa foi rejette. Mais elle rapporte tous les faits de la vie de son oncle par scrupule d'historienne. Vous savez l'abondance et la minutie des études pascaliennes. Le récit de Marguerite Perrier n'est contesté par aucun spécialiste. Il est peu répandu parce qu'il crée une gêne chez ceux qui admirent le Pascal mathématicien comme chez ceux qui vénèrent le Pascal chrétien. L'aventure magique s'insère mal. On préfère la passer sous silence. Elle est cependant réelle et elle peut nous poser plusieurs questions. Par exemple, est-ce le choc magique qui aurait fait de Pascal ensuite un enfant surdoué? Il manifeste en effet dès le plus jeune âge un étonnant génie. Son père qui s'installe à Paris après la mort de sa femme, Blaise a 3 ans à la mort de sa mère, se consacre entièrement à l'éducation de cet enfant à l'esprit extraordinairement précoce. Il le perfectionne d'abord dans les règles de grammaire, le latin et le grec, ne voulant entreprendre l'enseignement mathématique qu'après cette formation de lettres. Mais à 11 ans, Blaise écrit un traité sur la vibration des sons. À 12 ans, inventant en quelque sorte la géométrie, il retrouve par lui-même la 32e proposition d'Euclide. À 16 ans, il écrit son essai sur les coniques qui vexent Descartes et où, selon le mot du père Mersenne, il passe sur le ventre de tous ceux qui ont traité le sujet avant lui.
Mais il appartient à une famille de haute intelligence et vous savez que le quotient intellectuel est pour sa plus grande part une affaire de gènes. L'inventeur de la roulette a gagné le gros lot à la roulette de l'hérédité. Cependant, qui peut dire si la mort et la résurrection du traitement magique n'ont pas suractivé ce cerveau déjà bien équipé par ses géniteurs? Il y a autre chose. Quoi? Brunetière, le grand historien de la littérature, a écrit: quelle est cette maladie mystérieuse dont on sait que Pascal fut attaqué dès son enfance, qui se manifesta plus tard par des accidents si bizarres et qui finit par l'emporter avant sa 40e année? Maladie mystérieuse dont Étienne Pascal lui-même voit l'origine dans le sort jeté par la sorcière, ou secousse provoquée par le traitement magique. Toute sa vie, il a la sensation d'un gouffre sur le côté. Il souffre d'hallucinations et de migraines ophtalmiques. Il tombe dans un état d'anéantissement qui lui interdit tout travail suivi et il écrit sa prière pour demander à Dieu le bon usage des maladies. Cette irrépérable maladie de Pascal, on pense toutefois aujourd'hui que sa fin fut provoquée par un cancer gastrique avec métastase intestinale, c'est du moins l'opinion du docteur Torlet dans le procès médical de janvier 1954, a fait l'objet de nombreuses recherches. Travaux des docteurs Chédécal, Lebu, Onfray, Régnard, Binet, Sanglet, etc. Mon vieil ami Pierre Mariel a posé la question suivante. Et s'il s'agissait d'un envoûté mal guéri?